Je suis dans le site docteurangélique.free.fr dans le cours de métaphysique à l'école du père Marie-Dominique Philippe et d'Aristote. Et je voudrais, dans cette leçon qui approche du terme de l'analyse métaphysique, aborder la notion de un et de multiple, telle que le père Marie-Dominique Philippe l'abordait au terme de son analyse. L'un, l'unité, donc recherchée en tant qu'elle s'applique à ce qui est en tant qu'il est, c'est quelque chose qui dès le départ est intervenu dans la démarche philosophique qu'on a entreprise. Et je dirais même que cette recherche d'unité est celle de tout scientifique. Les scientifiques, dans leur connaissance, essayent d'avoir une sorte de principe central qui leur permet de comprendre le plus simplement, le plus harmonieusement la réalité dans sa diversité. Parce que la réalité, elle, quand on la constate, elle se présente dans une immense diversité, à tout point de vue. Ne serait-ce que parce que les réalités qui nous entourent sont composées de matière, et que la matière elle-même implique des milliards de particules agencées, qui se structurent, et donc dont on ne peut qu'admirer l'unité quand ça forme par exemple un être humain ou un animal. Donc je dirais que intuitivement, au plan de la connaissance, l'unité a toujours été centrale dans toutes les sciences, et que lorsqu'on admire un professeur qui donne bien son cours, c'est parce que, en ayant écouté les diverses choses qu'il a dit, on a l'impression d'avoir une science unifiée autour d'un concept central qui a déployé simplement toutes ses potentialités. Eh bien, c'est un petit peu ce que le père Marie-Dominique Philippe donnait à ses disciples en métaphysique, parce qu'il leur avait appris sans cesse à en revenir au jugement d'existence. Donc à savoir que leur science trouvait son unité dans l'observation de la réalité. Et puis après, par les raisonnements multiples qu'il faisait en cours, il donnait des clés de compréhension qui aboutissaient à une véritable unité dans une science comme la métaphysique. Alors justement, dans ce moment qui est un petit peu un bilan de la recherche métaphysique, avant de se pencher évidemment, de retourner au jugement d'existence et de se pencher du point de vue de l'acte d'être vers les réalités concrètes, comme on le fera dans la leçon suivante. Eh bien, il faut rappeler de quelle manière on a pu découvrir par l'un et par le multiple la réalité. On l'a fait d'abord en observant les réalités et leur immense diversité de détermination. Et on s'est demandé, devant cette immense diversité de détermination, les 10 catégories d'Aristote, donc la nature des choses, leurs relations, leur quantité, leur qualité, leur passion, c'est-à-dire ce qu'elles subissent de l'univers qui les entoure, leur action sur cet univers, le temps où elles sont, le lieu, la situation générale par rapport à tout, et enfin leur avoir, leur possession. On s'est demandé comment il était possible de trouver une unité à travers cette immense diversité. Et ça a été la première démarche de la philosophie, à travers la question « qu'est-ce que l'être ?» En fait, cette question aurait pu se formuler autrement. On aurait pu se demander « l'être, il est là devant nous, mais qu'est-ce qui lui donne cette unité? Qu'est-ce qui fait qu'il existe comme ça, comme un seul être ?» Donc dès le départ, multiplicité et unité sont apparues. La multiplicité étant descriptive, elle est donnée par l'expérience. Et l'unité étant une recherche de l'intelligence, elle aussi fondée sur le réel, parce qu'on voit bien qu'une personne humaine, par exemple, ou un animal, il y a une unité fondamentale. Et là, à partir de cette recherche, puisque la multiplicité ne peut pas expliquer l'unité, il faut bien une cause, on a découvert une cause de l'être en tant qu'il est, qu'on a appelée la substance. Dans une deuxième démarche philosophique, on s'est rendu compte qu'évidemment, cette distinction-là, si elle rendait compte de l'organisation, de la forme des êtres,
elle ne rendait pas compte de tout, qu'il y avait dans les êtres une sorte d'attraction immanente vers leur accomplissement. On le voyait partout. Et là encore, on a fait une description de la multiplicité des expériences, de ce qui est en puissance, ce qui n'est pas accompli et ce qui peu à peu s'accomplit. Donc à travers l'ovule fécondé, qui ne trouve son explication, sa perfection concrète que dans l'adulte cultivé. On le constate aussi dans les communautés, qui tout au long de l'histoire d'ailleurs, les communautés humaines n'ont cessé de se perfectionner en culture, en humanité, avec des hauts et des bas, mais que on ne peut pas quand même comparer le niveau de culture actuel avec celui des peuples européens il y a 3 siècles, ne serait-ce que cela. Le niveau de connaissance, le niveau de maîtrise de la lecture, etc. Il y a eu un perfectionnement. Même appliqué à une communauté politique, composée de multiples individus, on a constaté qu'il y avait une unité qui venait quelque part d'un principe premier, d'une cause, et là c'était le bien commun. Et à partir de là, en faisant l'analyse au niveau de tout ce qui est, donc j'ai pris l'exemple d'une personne substantielle, donc qui se développe pour devenir un adulte, j'ai pris l'exemple tout à fait différent, qui ne peut être que considéré que analogiquement d'une communauté humaine, ça n'a rien à voir. Ce sont des milliers d'êtres et pourtant il y a analogie, il y a multiplicité, il y a unité, et cette unité qui s'accomplit, qui se perfectionne et qui peut se dégrader, eh bien on en est arrivé à induire une cause au niveau de l'être, de cette unité présente dans tous les êtres et donc au niveau de l'être, à savoir l'acte. Tout être tend à accomplir son acte, à se perfectionner dans sa finalité qui est d'être en acte. Et là, au niveau de cette distinction, il serait aisé de refaire toute la démarche de la philosophie. Et on constaterait qu'à chaque fois, dans toutes les approches du réel, par ces diverses sciences, la notion de multiplicité et celle d'unité intervient. Je dirais que nos connaissances philosophiques elles-mêmes sont soumises à ce rapport. Prenons un exemple parmi bien d'autres. Si je considère l'activité d'un artiste, si je considère l'activité d'un être qui veut agir pour sa famille, extérieurement, c'est de la multiplicité. On ne voit pas d'unité comme ça dans le descriptif. Il se lève le matin, l'un va à son travail, il se pose devant une toile, il se met à peindre, puis il s'arrête. L'autre va aussi à son travail, puis il revient à la maison, et il rapporte l'argent. Dans l'activité artistique, extérieurement, il n'y a que multiplicité, mais si je pénètre dans l'intention de celui qui agit, je m'aperçois qu'il a en fait un projet, il a une idée de ce qu'il veut réaliser. Et concrètement, s'il se bagarre avec la matière dans de multiples opérations, c'est mu par une source en lui qui vient de son inspiration et qui est le projet. Et ça va aboutir à une œuvre. Et si ça n'aboutit pas à une œuvre, c'est un échec. Même chose pour l'artisan qui se lève et qui veut couvrir un toit. On le voit aller faire des courses. On le voit transporter des ardoises. Extérieurement, multiplicité d'activités, mais quand tout est unifié autour de son projet, à savoir finaliser un chantier où il y a un toit à couvrir, l'unité se comprend. Cet homme, cet artiste est aussi un être humain, il est marié, il a des enfants. Eh bien, dans sa vie morale, qui finalise sa vie artistique elle-même, on s'aperçoit qu'il y a diversité. Il se lève pour aller travailler. Mais en fait, il ne le fait que mu par l'amour de sa famille, pour qu'elle ne manque de rien. Certes, dans son travail, il peut s'épanouir, il y a un ordre de l'activité artistique en elle-même, mais dans sa vie personnelle, s'il en a une, le travail lui-même prend son unité, une unité plus grande, à travers le bien qu'il aime, à savoir sa femme, ses enfants, ses amis, etc.
Donc on le voit, ces deux exemples pratiques manifestent encore une fois que la diversité trouve son intelligibilité dans l'unité, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui motive une intention pour comprendre la multiplicité des actions, mais elle trouve aussi sa cause. Ça veut dire que concrètement, dans le réel, un homme unifié, il a une finalité qui motive sa vie. Il arrive que des êtres humains en devenir, des adolescents par exemple, n'ont pas encore trouvé cette unité, ou alors que les adultes ne la trouvent plus. Par exemple, un adulte qui serait marié, heureux avec sa femme, mais qui n'arrive plus à savoir à quoi ça sert tout cela. Eh bien sa vie va se dégrader. Ça ne se voit pas forcément extérieurement, mais ça commence intérieurement, par quelque chose qui le ronge. À savoir que l'unité familiale qui comblerait bien des hommes, surtout ceux qui ont souffert et qui savent ce que c'est que d'avoir une famille qui les aime, ne comble pas l'homme qui a tout, qui est installé, qui est comblé de bien. C'est comme si une angoisse sourde venait parce que, dans ce bonheur quotidien, entre guillemets, pépère, bourgeois, il n'accomplit pas toutes les potentialités d'unité qu'il a en lui et il ne sait pas pourquoi. En réalité, il n'a plus de sens à sa vie. Il y a une aspiration en lui à une unité plus profonde. Et ça peut mener certains hommes en pleine possession de leurs moyens, en pleine jeunesse, en pleine force de l'âge, à se suicider. On voit des cas comme cela. Les psychiatres, parfois, ne peuvent rien faire. Il a tout pour être heureux, et pourtant il n'est pas heureux. Donc cela indique qu'il y a dans l'être humain un désir d'une unité encore plus profonde que sa simple famille. Et Aristote disait, cette unité, elle porte sur la sagesse, sur le fait d'avoir un but radical à tout ce qui est sa vie. Et ce but radical, selon Aristote, trouvait son accomplissement dans la contemplation de l'être premier qu'il pensait avoir découvert par sa méthode scientifique. C'est quelque chose de très concret, on le comprend. L'être humain, s'il était un animal, comme un chien est parfaitement heureux et il peut le rester éternellement si la mort ne venait pas détruire son corps, en se contentant d'avoir sa famille et en ayant de la nourriture dans son clan. Ça correspond à sa nature. Il ne s'arrêtera jamais en cherchant une unité plus radicale que celle-là, parce que, n'ayant que des facultés sensibles, il trouve son unité dans son acte, et son acte, c'est se nourrir, se reproduire, vivre avec son groupe, sa vie sociale, etc. L'être humain, lui, évidemment, dépasse ce niveau. Il a un esprit, et donc ayant un esprit, il peut certes avoir une relation avec sa femme qui n'est pas que sensible, qui est une véritable amitié, spirituelle aussi. Mais, au-delà de ça, il cherche obligatoirement le sens de tout cela. S'il s'empêche, par des activités multiples, de réfléchir au sens de tout cela, il peut arriver à étouffer ce désir d'unité profonde de son actuation, mais à mon avis, la plupart du temps, seulement un temps. Il y a un moment donné ou l'autre où la vie se rattrapant à elle-même, ne serait-ce que par la vieillesse, etc., les réflexions réapparaissent. Elles réapparaissent secrètement, c'est la chose la plus cachée, mais dès que la personne est seule, qu'elle n'est plus avec ses amis pour rire, pour s'occuper, l'angoisse peut revenir. Cette angoisse métaphysique portant sur le sens de la vie. Donc on le voit là aussi dans cette réflexion ultime portant sur l'acte parfait que peut obtenir une personne humaine, donc la réalité la plus parfaite qu'on a. On a multiplicité d'activités dans tous les sens, et puis une recherche d'unité radicale que si on ne l'a pas, notre vie se désagrège dans la diversité. Cette analyse-là est valable à tous les niveaux, je disais. Elle est valable aussi au niveau de la vie biologique. La vie biologique, c'est quoi? C'est une diversité d'atomes, de molécules qui sont réunis pour former une unité absolument indescriptible, de complexité, d'harmonie. Cette vie végétative, elle est déjà présente chez les plantes.
Elle est présente chez les animaux, chez les hommes, et elle fonctionne toujours de la même façon. C'est de la chimie qui forme une cathédrale de molécules. Incroyable. Seulement, elle est faite avec une matière qui est lourde, qui n'a pas l'aspiration à donner cette vie. La matière qui la compose, donc ce sont des molécules qu'on trouve dans la Terre, elle, son ordre naturel n'est pas celui de la vie. C'est un ordre qui compose des molécules stables, les plus petites possibles, avec une certaine force d'unité, les valences, qui lui permettent de tenir. Le CO2, c'est très stable. Le méthane, CH4, c'est déjà moins stable, parce que c'est déjà plus grand. Et donc on comprend par cet exemple-là que quand on a une molécule naturelle qui fait, mettons, 150 atomes, elle est extrêmement peu stable. On prend l'exemple du clinochlore, une roche naturelle qui, dès qu'elle est à l'air, se met à fumer parce qu'elle ne peut pas résister à l'oxygène. Elle se décompose instantanément, elle ne tient que protégée à l'intérieur de la Terre. Et bien pourtant, avec cette matière-là, le vivant est là. Et donc on comprend bien que cette diversité qui saute aux yeux, il lui faut une cause d'unité. Une cause d'unité qui va être principe d'intelligibilité de l'unité du vivant. Et le philosophe la découvre par induction, il l'appelle l'âme. L'âme d'une plante, c'est une âme végétale. L'âme d'un animal, c'est une âme sensitive. L'âme d'un homme, c'est une âme spirituelle. Dans les trois cas, diversité et obligation de poser une unité. Donc on le voit, unité, diversité, c'est présent au niveau de tout ce qui est, mais aussi au niveau de toute connaissance harmonieuse. Et c'est pourquoi il est important, disait le père Marie-Dominique Philippe, de faire, au terme de cette analyse métaphysique de l'être en tant qu'il est, cette considération panoramique sur l'un et le multiple qui sont intervenus partout dans la recherche, qui ont été le moteur de toute la recherche. Quand quelqu'un, un philosophe, un apprenti philosophe, n'a pas encore atteint le principe d'intelligibilité, donc l'un, eh bien, il n'a pas pénétré véritablement dans la philosophie, il en reste au niveau de la multiplicité qu'il constate, et donc il en reste au niveau de la description. Mais dès que son intelligence pose un jugement d'existence cohérent à partir de la diversité sur l'unité qui en explique l'ordre, alors tout d'un coup, il dépasse le descriptif pour rentrer dans l'analyse de la réalité. Cette chose est valable pour l'univers entier. L'univers entier, c'est une diversité d'êtres, des milliards de galaxies. Une petite planète, et sur cette planète, des réalités dont la noblesse, au point de vue qualitatif, dépasse à elle seule, pour une seule personne humaine, la totalité de tout l'ordre de tout le reste de l'univers qu'on constate. Parce que le reste de l'univers, c'est de l'ordre non vivant, de l'ordre minéral, quelquefois des molécules organiques avec du carbone, mais tout ça très simple, très mécanique et absolument sans conscience. Je dirais même que le simple petit animal ou la simple plante, s'il n'existait sur Terre qu'une seule plante, un lichen, eh bien ce lichen à lui tout seul aurait plus de noblesse, de structure, d'organisation que tout le reste de l'univers lui-même. Parce que ces molécules sont extrêmement complexes et dépassent en richesse tout ce qui existe ailleurs et qui est plutôt de l'ordre de la quantité. Et bien là aussi, en contemplant la totalité de l'univers, on peut se contenter de la diversité des êtres, d'analyser leur devenir, d'analyser leur évolution. Et c'est passionnant, toutes les sciences le font. Cependant, la recherche de l'unité oblige, à un moment donné, à sortir de ces sciences-là pour entrer dans la sagesse qui se pose la question radicale de l'unité de tout cela, à savoir d'où est-ce que tout cela vient? Qu'est-ce que tout cela profondément qui est devant moi? En vue de quoi tout cet univers? Est-ce qu'il est absolument vain? Alors je dirais qu'actuellement, il y a une forme en Europe de lutte idéologique
sourde et qui apparemment semble gagner par les tenants de la diversité insensée. Ça veut dire que la question de la sagesse, quand elle n'est pas réduite au niveau du domaine purement privé, c'est-à-dire au niveau des révélations, alors qu'elle n'a rien à voir avec les révélations, elle est une question philosophique. Eh bien, on met des tonnes d'intelligence à essayer d'expliquer que ça se fait tout seul. Que par exemple, on le voit dans les émissions d'animaux, que par exemple, au cours de l'évolution, tout seul, tel animal aurait produit un œil parce que ça lui serait utile, enfin à son espèce, beaucoup plus tard. Et que sur des milliers de générations, insensiblement, il a produit le sens de la vision qui était un avantage de survie. Sans se rendre compte que, en fait, on pose un effet extrêmement complexe, des centaines de gènes, une faculté nouvelle qui visualise la lumière, et cela en niant toute finalité. Surtout, on ne veut pas l'unité, parce que si on disait qu'il y a eu une finalité, une évolution qui devait aboutir par une certaine recherche à l'œil, ben on poserait forcément quelque part une intelligence qui a pensé cette finalité. En effet, un pauvre ver de terre qui se baladait au niveau de l'air primaire ne peut pas lui-même réfléchir que ses ancêtres, dans quelques millions d'années, quelques centaines de millions d'années, pourra voir. Donc, on essaye de développer le maximum d'intelligence pour trouver une unité dans cette évolution qui est fantastique et qui aboutit à des choses extrêmement élaborées, comparables, pour ne serait-ce que l'ADN de l'œil, à la totalité des œuvres de Victor Hugo pour la programmation simplement de ce qui est nécessaire au point de vue de l'ADN pour fabriquer un œil complexe et fonctionnel. Finalement, ça ressemble tout à fait à la chose suivante. Si on trouvait justement un jour sur une planète les œuvres complètes de Victor Hugo, avec l'histoire, Les Misérables, Cosette, etc., tout ce qui est dedans, et qu'on mettait des tonnes d'intelligence pour démontrer que ça peut apparaître tout seul par un système de hasard et de nécessité. Et que surtout, on ne voulait pas admettre qu'il y a une unité fondamentale dans ces œuvres, à savoir une intelligence qui les a écrites. Eh bien, quand on est confronté à l'effet extérieur, à savoir à cet ordre magnifique de l'univers, et encore, quand je prends les œuvres complètes de Victor Hugo, je suis dans une comparaison bien faible quand on regarde l'ADN et sa structuration. Puisque les œuvres complètes de Victor Hugo, elles sont stables, elles ne provoquent pas un être qui peut trouver sa nourriture, qui peut se reproduire. C'est juste de la pure connaissance écrite sur un papier. La vie, c'est bien plus que cela. Et donc toute la complexité, elle est là, donc mon analogie est très faible. Eh bien, surtout, on se bagarre pour ne pas chercher s'il n'y aurait pas là-dessous une intelligence, un grand horloger de l'univers, comme disait Voltaire. Comment ça se fait? C'est incompréhensible. C'est certainement lié à une allergie à tout ce qui semblerait s'imposer d'en haut, à une humanité qui veut son autonomie absolue. Et dont on voit actuellement jusqu'où elle pousse son autonomie, allant jusqu'à vouloir être plus forte qu'un certain ordre qui est présent dans la nature. Donc en 2011, lorsque je fais ces vidéos, on parle beaucoup en Europe d'une philosophie qui vient d'Amérique, qui s'appelle celle du genre, et qui consiste à dire que féminité, masculinité, c'est rien, c'est purement culturel. C'est pas quelque chose qui aurait un fondement naturel. Et que on a même vu se développer quelque part une famille qui a eu un enfant et qui refuse de donner son sexe. On ne sait pas si c'est une petite fille ou un petit garçon. Il ou elle a les cheveux longs tout en portant des pantalons. Parce que cette famille-là veut le faire sortir de cette obligation qui s'impose et qui est d'être dans un genre particulier. Il devra choisir lui-même son genre, à un moment donné, est-ce qu'il est fille, est-ce qu'il est garçon, son orientation sexuelle, on ne veut aucune influence. Donc il y a là, sans doute, une recherche parfois absurde
d'une liberté totale de l'esprit qui pourrait penser son propre corps lui-même. C'est un rêve, finalement, de l'humanité qui se fait Dieu. Et donc, dans ce rapport-là, imaginez même qu'il puisse y avoir un projet à l'univers et des choses qui donc ont été imposées à l'homme, comme par exemple cette distinction des sexes, qu'on ne veut accepter que librement. Eh bien, ça nuit à une société occidentale. Cependant, il faut le reconnaître, ça ne touche que des élites hyper intellectualisées. Fort heureusement, la plupart des gens n'en sont pas là, ne sont pas à ce genre de réflexion-là. Et leur bon sens naturel, c'est de dire « Mais non, un petit garçon, c'est un petit garçon. Ah, ça a des choses féminines en lui, et une petite fille aussi, mais de toute façon, biologiquement, c'est un petit garçon. Et puis même le corps ne se développe pas pareil, et les jeux ne sont pas, en général, pas toujours, mais en général, ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup plus de recherche, de combat, de compétition chez un petit garçon. » Et on ira dire, oui, il y a une influence culturelle, c'est certain, on l'acceptera. Mais en tout cas, on n'ira pas nier fondamentalement des choses qu'on constate. Eh bien moi, je dirais, comme philosophe, que c'est la même chose au niveau de l'origine du monde. Là, l'existence d'un projet me semble absolument manifeste, ne serait-ce que parce que les ordres précédents, comme par exemple l'ordre du monde minéral, il ne peut pas produire en lui-même un ordre qui le dépasse complètement, qui est contre sa nature, qui est l'ordre du vivant. Ça se découvre par le fait que jamais l'ADN ne se structure seul, il se décompose. Mais si avec cette objection-là, l'objection donc du fait que le monde non vivant veut la stabilité de molécules très très peu développées, très très peu complexes. Mais il y a aussi l'objection de la présence d'un message extrêmement précis qui code les choses, donc d'un texte intelligent qui permet dès le départ reproduction, nutrition. Alors pour échapper à l'objection, évidemment, on va dire il y avait forcément avant, puisqu'il n'y a pas d'être premier. Et ça n'existe pas l'être premier a priori. Donc il y avait forcément avant une vie primitive, par exemple avec simplement de l'ARN, mettons 15 bases d'ARN et ça a pu se reproduire. Qu'on essaye, après tout c'est l'ordre de l'intelligence d'essayer ça. Mais pas jusqu'à l'absurde. Ça veut dire pas jusqu'à croire que le hasard ou un singe dactylographe pourrait produire avec beaucoup de temps, et par hasard, c'est une question de chance, les œuvres complètes de Victor Hugo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intelligence humaine, elle est capable de mettre les limites à la recherche, en disant, là, franchement, quand il y a trop d'ordre et que cet ordre dépasse les lois naturelles de la matière, il faut bien à un moment donné se poser la question d'un être premier qui aurait organisé tout cela. En tout cas, on le voit, c'est encore la question de l'unité d'une connaissance, d'une compréhension du monde, qui pousse le philosophe à se poser la question d'un être premier. Ce n'est pas simplement pour boucher des trous de la science, parce que c'est souvent le reproche que fait à la théologie naturelle une certaine science matérialiste, en disant « oui, vous faites comme dans l'Antiquité, vous expliquez les lois naturelles comme l'amour en mettant des dieux dès que vous ne comprenez pas le mécanisme. » En réalité, dans l'Antiquité, avec Aristote, on avait largement dépassé cette manière de faire. Il faudrait plutôt parler, pour appliquer cette manière de faire, de l'âge de l'enfance de l'humanité, l'époque d'Hésiode, l'époque de l'âge de bronze, etc. Aristote, le philosophe, lui, par définition, il cherche aussi, dans une méthode scientifique, à expliquer tout d'abord par les lois naturelles. Mais il est bien obligé de le reconnaître, il y a un problème. Le problème, c'est l'origine radicale de tout. Et là, on a beau triturer dans tous les sens, on se demande comment il est possible qu'un ordre qui n'a aucune aspiration à un ordre supérieur puisse tout de même l'avoir donné. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque le philosophe découvre l'existence de l'être premier, eh bien, tout d'un coup, sa connaissance de sagesse trouve son unité. C'est une unité, certes, incomplète, puisque s'il peut
par l'explication de cette intelligence organisatrice du monde, de rendre raison des 5 grands sauts d'organisation qu'on constate dans la nature et que j'avais décrit dans des leçons précédentes, donc le passage du néant à l'être, le passage de l'être au niveau du Big Bang, d'une matière inorganisée à l'organisation atomique avec ses constantes, le passage du monde non vivant au premier vivant qui est apparu, le passage des grandes macro-évolutions, donc dès qu'il apparaît un organe ayant une finalité, un objet radicalement nouveau, comme la vision qui est différente de l'ouïe, etc. Et enfin, le passage à l'esprit humain dans un corps animal qui n'a pas d'organe radicalement nouveau que le primate. Eh bien, par cette théologie naturelle, par cette intelligence organisatrice, le philosophe trouve l'unité. Et il compare sa connaissance à celle, un petit peu désespérée, il est bien obligé de le reconnaître, d'une science qui veut à tout prix se passer de cet être premier et qui donc élabore théorie sur théorie sans jamais une donnée de l'expérience, mais qui insensiblement passe d'hypothèse à c'est démontré, comme s'il devait falloir faire croire à la vulgarité, c'est-à-dire à la totalité, qu'on avait trouvé les solutions et que l'hypothèse être premier était périmée complètement. En réalité, quand on observe véritablement la science, on s'aperçoit que, au niveau par exemple de l'apparition du vivant, la seule chose qu'on a pu constater, c'est l'apparition de bases azotées, de quelques protéines, c'est-à-dire des briques de la vie qui servent effectivement autour de carbone, des molécules très simples. C'est comme si on avait trouvé des cailloux dans la nature et que donc on disait, vous voyez, c'est donc que les cathédrales apparaissent toutes seules. Ben, le premier vivant, c'est absolument une analogie comparable à la cathédrale. Donc on va beaucoup trop vite, beaucoup trop loin. Alors cependant, il faut le reconnaître, l'unité du philosophe n'est pas parfaite. Parce que si, au niveau de la structure du monde, il en a trouvé l'explication, il n'en a pas trouvé l'explication au niveau de la finalité ultime par quelque chose qui s'impose à son expérience et dont il n'arrive pas à trouver l'explication, à savoir la nécessité pour toute chose de se détruire, de finir dans l'achèvement, dans la destruction. Tout dans ce monde est corruptible. Et là, il a beau chercher par toutes les méthodes naturelles de sa raison, il ne comprend pas le projet de ce créateur, qui crée des êtres qui potentiellement ont une aspiration à vivre toujours. C'est le cas des espèces animales, c'est le cas des individus humains, et qui de fait meurent, perdent leur corps. De plus, en philosophie, le philosophe sera obligé de conclure, il n'a pas d'autre solution, que les espèces animales n'ayant que quelque chose de corporel en elles, quand elles meurent vraiment. Toute leur forme substantielle disparaît, semble-t-il. Alors que pour l'être humain, étant donné qu'il a quelque chose en lui qui dépasse la matière, il y a très certainement une survie, au moins de son esprit. Mais par contre, son cerveau, son corps organique, lui, il disparaît concrètement dans la poussière et il le constate. Donc c'est encore à cause de l'unité, que le philosophe reste insatisfait par la démarche ultime de sa philosophie. Et que donc, il aspire à quelque chose d'autre. Il aspire à ce que l'être premier s'explique. Alors pour conclure, cette considération donc récapitulative à partir de l'un et du multiple, on pourra dire que l'un, c'est une propriété de l'être. C'est quelque chose qui est transcendantal à l'être, ça veut dire qui est partout où il y a être, il y a unité. Et c'est une propriété de l'être si importante qu'elle est la qualité supérieure que recherche le philosophe, le scientifique. C'est quand il a atteint l'unité dans sa science, à partir du principe qui explique toute la diversité, que la science atteint sa perfection. Plus un scientifique a une connaissance dans l'unité, donc une vision d'ensemble de la réalité qu'il observe, et plus sa science est considérée comme parfaite.
Au contraire, quand un petit scientifique est contraint par la recherche qu'on lui fait faire à en rester à un aspect particulier, très petit, d'une réalité, par exemple étudier une section pendant 15 ans d'ADN d'une fourmi, eh bien sa science est dans la multiplicité et c'est très difficile à supporter parce qu'il n'a pas de vision d'ensemble de tout. Comme le philosophe est homme, on peut dire qu'il atteint son unité parfaite, non pas dans les sciences multiples, même s'il doit les développer en faisant ses humanités, donc pour ne pas en rester uniquement au domaine particulier d'une science comme la physique, etc. Mais quand il a atteint la sagesse, la science des sciences, qui donne explication dans l'unité à tout ce qui l'entoure et à sa propre vie. On peut donc dire qu'un philosophe qui aurait toutes les sciences du monde, s'il n'a pas la sagesse, eh bien il n'a rien. Même si la sagesse ne produit rien d'efficace, effectivement. Elle n'a pas, dans le monde actuel, une notoriété comme par exemple la physique nucléaire qui produit l'énergie dans les centrales, etc. Multiple, lui, au plan métaphysique, il est au niveau de la description des êtres. Les êtres qui nous entourent sont dans le multiple, non seulement parce que leur corps est composé d'une multiplicité d'éléments, mais parce que leurs qualités, leurs vertus, quand il s'agit d'êtres humains, sont extrêmement multiples. Un animal, par exemple, on peut compter le nombre des facultés vitales qu'il a. Et même quand on étudie la simple faculté de mémoire, on constate qu'elle a une multiplicité de niveaux. Il y a la mémoire immédiate, qui va garder quelques minutes quelque chose en vue d'un usage immédiat, et qui va après éliminer ces choses-là quand elles ne sont plus utiles. Et puis il y a les mémoires à longue durée. Et puis il y a la mémoire affective, etc. On peut multiplier les descriptions, ça c'est de la philosophie du vivant. Voilà, je pense avoir été assez explicite sur les notions d'un et de multiple, et donc je pourrais passer maintenant à la leçon suivante qui va aborder de nouveau, par le jugement d'existence, les réalités concrètes, et d'abord, de nouveau, la personne humaine.